écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous ouvrons un débat capital autour du thème « L'enseignement de l'anglais, un levier stratégique pour l'avenir du système éducatif sénégalais ». Face à un monde en constante mondialisation, le gouvernement du Sénégal a fait un diagnostic clair. Il est indispensable de doter nos jeunes des compétences linguistiques internationales. C'est pourquoi l'introduction précoce de l'anglais dans l'élémentaire est désormais une priorité nationale. Pour y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de droit et société Madame Diallo Fanta Kassé, directrice générale de DUNIS. Madame Diallo, bonjour et bienvenue à Télé-École. Bonjour Monsieur Nyon et merci pour l'invitation. Merci à tous. Alors, Madame Diallo Fanta Kassé, on va directement attaquer le but de notre émission, parler de l'enseignement de l'anglais, de l'importance surtout de l'anglais dans l'avenir du système éducatif sénégalais, mais de façon générale de l'anglais dans le monde. J'ai envie de vous demander, Madame Diallo, où en est vraiment le Sénégal dans l'enseignement de l'anglais par rapport à des pays comme le Ghana ou le Nigeria? Je vous remercie pour cette question, Monsieur Nyon. Alors, on ne peut pas vraiment se comparer à des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Kenya, dont l'anglais est une langue de naissance. Alors, ici au Sénégal, même si la demande augmente, l'anglais reste perçu comme une matière scolaire, pas encore comme un outil quotidien. Donc, on avance, mais pas assez vite, à mon avis, et surtout pas de manière cohérente dans le système éducatif actuel. D'accord. Alors, concrètement, dans nos écoles, dans nos lycées, dans les universités, les élèves, ils peuvent être brillants dans la théorie, dans l'écrit en anglais, mais souvent, ils ont des difficultés quand il s'agit de parler à l'oral. Selon vous, quels sont les obstacles concrets que rencontrent nos élèves pour apprendre l'anglais aujourd'hui? Alors, je dirais sans hésitation la pédagogie et la pratique. Donc, je le dis toujours, nos élèves sont assez outillés puisqu'on fait l'anglais à partir du collège. Donc, on fait 7 ans d'anglais entre le collège et le lycée. On a de très bonnes bases, mais on pêche dans la pratique. Donc, l'anglais oral, c'est ce que nous manque. Et surtout, la pédagogie d'enseignement de l'anglais. Donc, les enseignants eux-mêmes ne sont pas assez bien outillés, à mon avis. Donc, je pense que ça se répercute justement sur le niveau de langue de nos élèves et étudiants. D'accord. Peut-être qu'il est temps de faire une refonte générale de notre système éducatif d'anglais. Ça va demander des coûts, certainement. Alors, combien, selon vous, coûterait réellement une réforme ambitieuse de l'enseignement de l'anglais au Sénégal? Alors, c'est difficile de chiffrer. Donc, je suis sûre qu'il y a des experts qui pourraient le faire, mais à mon niveau, c'est difficile de chiffrer. Mais je sais que c'est possible et je pense aussi que c'est nécessaire. Et plus que de chiffrer, plus que de penser coût, je pense qu'il faut qu'on pense investissement. C'est vraiment un investissement plus qu'un coût ou une dépense. Plus qu'un coût, on dépense, d'accord. Mais dans la vie au quotidien, pour nous, jeunes, pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, parler anglais est synonyme peut-être d'une carrière professionnelle réussie, etc. Selon vous, l'anglais peut-il vraiment créer des emplois pour nos jeunes diplômés ou cette conception-là que certains ont de l'anglais est un mythe? Mais oui, très certainement. L'anglais ouvre des opportunités qu'on n'imaginerait même pas. Parce que le monde parle anglais finalement. Donc, je dis toujours à mes étudiants, à mes élèves que le français s'arrête à l'aéroport. Donc, si on veut travailler dans l'international, si on veut communiquer avec les décideurs, si on veut vraiment travailler dans des multinationales, il faut être à niveau en anglais. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a commencé. Donc, dans les multinationales, dans les ONG, dans les organisations internationales, la langue de travail, déjà, c'est l'anglais. Donc, si on n'arrive pas à communiquer avec
avec sa hiérarchie, avec ses collaborateurs, donc avec, je ne sais pas moi, ses partenaires, c'est un peu compliqué. Donc oui, l'anglais est un vrai plus pour le monde professionnel. Vous l'avez dit, le français s'arrête à l'aéroport. Alors, si le français s'arrête à l'aéroport, aujourd'hui, comment l'anglais peut-il servir à la fois notre intégration ouest-africaine et notre compétitivité internationale? Monsieur Nia, on est entouré de pays anglophones. Donc, si nos jeunes ne parlent pas anglais ou si nous, d'une manière générale, nous ne parlons pas anglais, évidemment, nous sommes exclus des décisions régionales. Donc, on ne peut pas forcément donner notre avis clairement parce que la communication, elle est clé. Donc, si on ne peut pas s'exprimer dans une langue de manière efficace, de manière fluide, c'est difficile de transmettre le message que nous voulons. Donc, oui, il nous faut maîtriser l'anglais, parler de manière fluide pour pouvoir justement être dans ces instances internationales. Je pense que c'est primordial. Vous savez, l'être humain, Madame Diallo, a peur, j'allais dire, du nouveau. Ouais. Quand il s'agit vraiment de changer radicalement quelque chose, souvent il y a des résistances. Vous êtes dans le milieu, vous êtes dans un établissement qui enseigne l'anglais, qui permettent à des professionnels, à des étudiants de parler l'anglais. Quelle résistance vous rencontrez généralement ou quelle résistance rencontre-t-on généralement en ce qui concerne les réformes linguistiques dans l'éducation? Vous l'avez parfaitement bien dit, donc c'est plus des craintes qu'autre chose. Et disons-le, c'est plus la crainte de perdre le français. C'est juste la peur de marginaliser les langues nationales. Mais je le dis souvent aussi dans mes discussions avec, dans certaines instances, il ne s'agit pas de remplacer le français. Il ne s'agit pas non plus de renier nos langues nationales. Il s'agit plutôt de compléter avec une langue plus parlée dans le monde, donc notamment l'anglais. Le français, c'est ancré en nous, c'est notre culture aussi, quoi qu'on puisse dire. Nos langues nationales, ce sont nos langues maternelles, ce sont les langues de nos terroirs, etc. Mais l'anglais, viendrait en complément, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, par exemple, de vouloir, en ce qui concerne les résistances ou en ce qui concerne le problème qui existe pour parler anglais, n'y a-t-il pas de problème sur le fait de vouloir traduire en anglais ou de conceptualiser en français avant de parler en anglais? Est-ce un problème, cela? C'est un problème et une erreur. On n'apprend pas une langue par rapport à une autre langue. On apprend une langue. Donc, le français, si vous vous souvenez, à l'école primaire, on ne l'a pas traduit d'une autre langue. L'alphabet, vous l'avez appris, A, B, C, D, etc. L'anglais, donc la première erreur que nous faisons, à mon avis toujours, c'est d'apprendre l'anglais à partir d'une autre langue, que ce soit le français, que ce soit le wolof, que ce soit. L'anglais s'apprend comme une seconde langue, pas comme la traduction d'une autre langue. Je pense que dans la pédagogie, c'est là où on pêche le plus souvent. Et si on le corrige déjà, je pense qu'on aura fait un grand pas. On aura fait un grand pas. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique au Sénégal, qu'aujourd'hui, votre émission Droit et Société reçoit Madame Diallo Fanta Kassé, directrice générale d'UNIS. Et nous allons revenir sur cet établissement pour parler de ses objectifs et de ce qu'ils font comme travail. En attendant, Madame Diallo, des pays ont réussi leur transition en anglais ou vers l'anglais. Des pays comme le Rwanda l'ont réussi en 2008. Quelles leçons le Sénégal peut-il en tirer si on sait que le Sénégal, comme je l'ai dit depuis quelques mois, a introduit précocement l'anglais, de façon précoce, l'anglais à l'élémentaire? Absolument. Le Rwanda a fait un choix politique fort quand même, il faut le reconnaître, mais ils ont formé massivement leurs enseignants et la réforme passe par là. Donc d'abord, parce que ce sont les enseignants qui transmettent la connaissance, il faut justement qu'ils soient bien formés et qu'ils soient bien outillés. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça a bien marché. Ils ont révisé les programmes, assumé une transition structurée. Donc ce qu'il faut, une fois que l'objectif est défini, l'objectif il est clair. Où est-ce qu'on veut aller? C'est-à-dire, nous voulons que nos jeunes, nos élèves, nos étudiants soient bien outillés en anglais. Et il faut juste se donner les moyens. Donc, une fois que l'objectif est clair, c'est qu'il faut
c'est une vision partagée dans le système éducatif, que les professeurs l'adoptent déjà, que les enseignants l'adoptent, et après, donc, que les parents donc, et les familles servent de relais dans les maisons. Donc, je pense que c'est ce que le Rwanda a fait et ça a pas mal réussi et c'est une très belle avancée pour le système éducatif du Rwanda. De façon résumée, pensez-vous que c'était une bonne chose pour le Rwanda d'aller dans cette transition-là Ah vers oui, l'anglais? ah oui, absolument. C'était une excellente chose. C'était l'une des meilleures décisions du gouvernement rwandais, je dirais. Alors, espérons que l'une des meilleures décisions prises par le gouvernement sénégalais aussi est d'aller pas à pas vers cette transition à Mm, l'anglais. mm, Alors, vous l'avez dit, le Rwanda l'a réussi d'abord en formant des milliers d'enseignants. Alors, une chose est de former des enseignants, mhm, une autre chose est de former des enseignants compétents. absolument. Alors, comment former rapidement des milliers d'enseignants compétents pour réussir cette transition-là au Sénégal? Alors, on a parlé tout à l'heure de coûts, mais chaque réforme a des implications aussi, a des conséquences. Donc là, on ne parlera plus de coûts, mais de ressources. C'est-à-dire, il y a une pédagogie qui marche, qui est assez partagée dans le monde, qu'on peut tout simplement dupliquer. On n'a pas besoin de recréer la roue. Il y a des systèmes qui marchent, il y a des formations de formateurs qui marchent, et ça passe par les professeurs, bien sûr, et qu'il faut peut-être qu'il faut dupliquer. Et je le dis toujours, il faut qu'on insiste sur la pédagogie. Donc, j'ai l'impression qu'on continue d'apprendre l'anglais comme on l'apprenait il y a 30, 40, 20 ans. Moi-même, j'ai une formation d'anglais à l'UQAT, donc je suis bien placée pour en parler. Quand je compare la pédagogie, moi, de mes professeurs à l'époque et la pédagogie des professeurs de mes étudiants, mais c'est totalement différent. C'était efficace à l'époque, mais là, c'est plus rapide, c'est plus efficace et surtout, c'est efficient. Donc, je pense que ça passe par des ressources. Aujourd'hui, c'est vrai, le Sénégal n'a pas beaucoup on va le dire comme ça, on n'a pas beaucoup de ressources, mais la technologie, elle aide beaucoup. Donc, l'implication de la technologie, il y a des cours en ligne, il y a des ressources de e-learning. Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais surtout, faire parler les élèves. Parce que ça passe par l'expression. L'anglais, c'est une langue et une langue, ça se parle. Si on se limite à l'écrit, à la grammaire, à la vocabulaire, c'est bien, mais ça limite. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire parler les élèves. Pour parler une langue, il faut la pratiquer, dit-on. Oui. Vous parlez d'évolution technologique, ce qui était efficace il y a 20 ans, 15 ans, ne l'est plus aujourd'hui. On est à l'ère déjà du numérique, à l'ère précisément de l'IA, de l'intelligence artificielle, où on se demande la question centrale, à savoir, est-ce que finalement ces nouvelles technologies-là vont remplacer les enseignants? Alors justement, les technologies numériques, Madame Diallo, peuvent-elles remplacer le manque de professeurs qualifiés? Alors, un bon outil technologique ne remplacera jamais un bon professeur, clairement. Mais il faut qu'il vienne en complément. Donc, l'outil est nécessaire. Il faut qu'il vienne quand on connaît déjà la relation de nos jeunes avec la technologie, donc ça facilite. Donc, je pense que ça peut être un bon complément. Et il existe des outils très accessibles, donc comme des vidéos interactives. Maintenant, il y a de plus en plus d'applications en ligne. Et il y a des professionnels qui développent des choses qui marchent. Donc, on a des applications comme Duolingo, NYC App que nous, on utilise avec nos étudiants. Donc, NYC App, basically, c'est une année de cours d'anglais dans une application. Donc, on est sûr que l'étudiant se lève avec, dort avec, donc l'emporte où il va, c'est dans son téléphone et il peut pratiquer donc au quotidien. Donc, c'est l'une des choses que nous faisons à Dunis et qui marche très fort. Justement, vous parlez de Dunis et de ce que vous faites à Dunis. Vous êtes la directrice générale de Dunis. Parlez-nous un petit peu de Dunis. Bien sûr, avec plaisir. Alors, Dunis, c'est la branche anglophone du groupe BEM, donc Bordeaux École de Management que tout le monde connaît. Donc, il y a 5-6 ans, le président a fait le choix, donc, il comprend bien les enjeux donc, de la mondialisation. Il a tout simplement fait le choix de mettre en place des programmes 100% enseignés en anglais.
Donc, on est parti d'un programme de business, donc un programme de gestion. Aujourd'hui, on a presque une vingtaine de programmes donc, que nous déployons dans tous les domaines. Donc, ça, c'est gestion, sciences politiques, géologie du pétrole. On a des masters, des bachelors, des cycles ingénieurs, etc. Donc, pour ne pas trop développer dans les programmes de Tunis. Mais le choix a été fait tout simplement de mettre les programmes 100% en anglais. Et comme tout le monde le sait, l'internationalisation a toujours été au cœur du groupe BEM. Donc, on est tout simplement allé un peu plus loin avec Tunis, qui prépare les étudiants ici. Donc, nous avons des campus à Dakar, mais également à Abidjan, à Douala, donc bientôt à Conakry et à Banjul. Et donc, les étudiants commencent dans nos campus et partent chez des universités partenaires. Aujourd'hui, on a un réseau de 25 universités partenaires actifs, donc des partenaires qui reçoivent nos étudiants tous les ans donc, et qui les diplôment. Donc, les étudiants font la première et la deuxième année de bachelor ici, partent pour la troisième et la quatrième année et obtiennent donc les diplômes américains, canadiens, anglais, asiatiques, etc. Donc, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils commencent à Dakar dans la langue, avec la langue anglaise. Donc, tous nos programmes, je le disais tantôt, sont 100% en anglais et ensuite partent dans des environnements anglophones. Donc, c'est ça l'ADN de Tunis en réalité. Intéressant, très intéressant, j'allais dire. Pour parler de l'importance de quelque chose ou pour connaître l'importance de quelque chose, bien souvent, il faut assister à un problème quelconque qu'on ne peut pas résoudre par rapport à cette situation. Avant de continuer, Madame Diallo, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour nous dire ô combien l'anglais est important? Alors, je donne souvent l'exemple d'un ami. Je lui dis souvent, à chaque fois que tu reçois ton salaire, il faut que tu me donnes une partie. Tout simplement parce que cet ami en question, il est ingénieur de formation. Et je lui disais tout le temps, tu sais, dans ton métier, si tu as l'anglais, tu vas faire des étincelles. Et alors, comme tout bon Sénégalais, il se disait, je n'en ai pas vraiment besoin. Et puis, il était sur une position assez confortable quand même. Jusqu'au jour où il allait à un entretien et il a été recalé parce que le poste exigeait justement de parler anglais. Et il est revenu me dire, mais Fanta, bon, tu as raison, il faut que je me mette à l'anglais. Et aujourd'hui, je ne vous dirai pas dans les positions sur lesquelles il se retrouve aujourd'hui. Il fait des étincelles partout dans le monde. Même moi, j'ai du mal maintenant à le voir. Donc, c'est pour vous dire que juste avec cette mise à niveau en anglais, alors qu'il avait déjà les bases, hein, il pouvait écrire et tout, mais aujourd'hui, il parle anglais. Je dis toujours parler anglais. Si on arrive à parler à un Indien, un Chinois et un Américain dans la même journée, c'est qu'on y est vraiment. Parce que l'anglais a aussi des subtilités. Mais rien que c'est l'histoire que je raconte toujours aux professionnels que je rencontre pour leur dire que dans tous les métiers, quels qu'ils soient, donc si on veut vraiment évoluer dans l'international et ou si on veut juste être confortable sur sa position, il est primordial de parler anglais. Commençons dès maintenant à parler anglais. C'est important. C'est important et c'est essentiel. Alors, Madame Diallo, dans ce cas, faut-il rendre l'anglais obligatoire dans toutes les filières techniques et professionnelles? Si ça dépendait que de moi, je dirais oui. Oui, parce que c'est vraiment utile. J'ai eu une discussion il y a 2 jours avec un éminent médecin qui me disait que oui, moi, mes documents, mes recherches, mes publications, je les fais en anglais alors que je ne parle pas bien anglais. Et oui, c'est le genre de les outils techniques de technologie aujourd'hui, les documents, les recherches poussées, donc les publications prestigieuses, tout se fait aujourd'hui en anglais. Donc oui, les filières techniques, il faut, et encore plus qu'autre chose, les filières techniques, il faudrait vraiment qu'on intègre l'anglais dedans. En classe de terminale, mon professeur d'histoire-géographie nous avait l'habitude de nous rappeler souvent, à chaque cours, à nous, ses élèves de l'époque, que l'essentiel des recherches, de la connaissance à l'université, à 80% sont en anglais. On riait, on s'en moquait. Mais arrivé à l'université, on s'est rendu compte que c'était totalement vrai. Et j'ai un mentor du nom de Mr. Blue qui souvent nous
nous incite Ouais. à aller apprendre l'anglais, à parler anglais, parce que Ouais. c'est très important. Et je crois que cette émission servira de déclic à vous, chers téléspectateurs de Télé-École, pour aller apprendre l'anglais si vous ne parlez pas encore anglais. Parce qu'encore une fois, il est temps. Il est temps. Et comment associer véritablement les parents d'élèves et la société civile à cette transformation-là? Parce que, comme on le dit, vous savez, il y a cette approche bottom-up et top-down qui se chevauche, qu'on oppose. Véritablement, quand il y a une politique publique qu'on doit mettre en place, souvent l'erreur que nos dirigeants font, c'est de s'enfermer dans des bureaux et de prendre des décisions. Or, il serait beaucoup plus pertinent, à mon sens, peut-être d'y associer différents acteurs. En ce sens, comment associer parents d'élèves et société civile dans cette transition-là vers l'anglais? Alors, on va commencer par peut-être rappeler le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Vous savez, chaque parent aspire à ce que son enfant ait la meilleure des éducations et accès aux meilleurs enseignements qui existent. Donc, je pense qu'il suffit juste de les sensibiliser un peu plus, de leur rappeler que l'anglais n'est pas réservé à un élite, que l'anglais est accessible à tous. Et donc, ça passe par des campagnes d'information, bien sûr, mais ça passe aussi par un rappel, parce que les enfants, ils viennent à l'école les parents, ils viennent à l'école inscrire leurs parents, ils viennent pour avoir des informations, etc. Je pense que si pendant ces séances-là, on leur rappelle donc l'importance de l'anglais pour leurs enfants, ils constituent de très bons relais à la maison. Donc, et je le dis, comme je l'ai dit tantôt, chaque parent aspire à ce que son enfant ait la meilleure des éducations. Donc, je pense que voilà, ça sera très facile d'impliquer les parents. Maintenant, en ce qui concerne les autres acteurs, comme je le dis, ça passe par la sensibilisation et les clés toujours. Donc, je pense qu'aller vers les populations, expliquer, réexpliquer et surtout les impliquer. Je pense que c'est clé aussi. Les impliquer. Alors, qu'en est-il des établissements ou des écoles privées? Alors, ils jouent un rôle moteur et je pense que les établissements privés y sont quand même. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a très peu d'établissements privés qui ne privilégient pas l'anglais dans l'enseignement. Et ils peuvent être une vraie locomotive, donc par le partenariat justement public-privé. Et je le dis toujours aussi, hein, parce que, alors, moi, je suis j'ai toujours mon bâton de pèlerin pour plaider pour la langue anglaise. Alors, même les grandes universités aujourd'hui en France mettent en place des programmes 100% en anglais. Donc, c'est pour vous dire combien donc on y est. Je ne parle pas des écoles publiques, mais plutôt des écoles privées. Et le Sénégal ne fait pas exception. Donc, aujourd'hui, dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, en tout cas que je connais mieux, je sais que à 90%, pour ne pas dire à 100%, les écoles privées ont des enseignements en anglais ou aspirent ou ont des projets en tout cas à mettre en place des enseignements en anglais. Et l'État peut effectivement donc s'appuyer sur ces pratiques déjà existantes pour développer l'enseignement de l'anglais dans les écoles, dans les universités. Alors, nous sommes au Sénégal et c'est le pays de Senghor. Nous sommes au Sénégal et nous avons nos langues locales. Ouais. À côté de nos langues locales, nous avons le français. Avant d'en venir au débat sur l'anglais et le français, il y avait déjà un débat sur nos langues locales et le français. Absolument. Le français est-il venu pour supprimer ou transformer nos langues locales? Il y avait un débat là-dessus. Maintenant, on parle d'anglais. Le renforcement de l'anglais passe-t-il nécessairement par l'affaiblissement du français et de nos langues locales? J'ai envie de vous demander. Oui, mais c'est indispensable. D'accord? On ne peut pas construire l'avenir en sacrifiant nos racines, bien sûr. Le français, c'est la langue officielle, c'est la langue de l'administration. Nos langues nationales, c'est notre identité. C'est clair. L'anglais vient en complément, comme je le disais tantôt, pour nous ouvrir d'autres portes. C'est une richesse d'avoir plusieurs langues. Ce n'est certainement pas un problème. Donc, si on doit passer par là, je pense que c'est nécessaire. Mais encore une fois, donc, c'est une nécessité absolue. Une nécessité absolue. Et on espère que d'ici quelques années, quand il viendra l'heure d'évaluer
le bilan sera positif. Et justement, par rapport à ce bilan-là, dans 10 ans, Madame Diallo, à quoi reconnaîtra-t-on qu'on a réussi cette transition, cette réforme? Alors, quand les jeunes parleront anglais avec confiance, quand un Sénégalais ne dira plus sorry, my English is not that good. So, je pense que Comme je le dis voilà, souvent, je pour me sens commencer visé. une discussion avec quelqu'un, je pense qu'on aura réussi quelque chose. Mais encore une fois, alors, on peut y arriver. Donc, avant même de donner les critères de réussite, autant pour moi. Mais je pense que nos jeunes, nos diplômés seront à l'aise, ou juste nos professionnels seront à l'aise pour prendre leur CV, aller déposer dans les plus grandes multinationales, dans les organisations, dans les instances régionaux, je pense qu'on aura réussi. Quand un jeune sera juste à l'aise de prendre son CV et d'aller déposer sans appréhension, sans blocage, je pense qu'on pourra dire qu'on a quand même réussi. Qu'on a réussi, Ouais. c'est l'essentiel, je Ouais. crois. Il faudra y aller dès maintenant. Alors, peut-être une question qui n'est pas tout à fait... bon, c'est une question que je pose comme ça. Peut-être on aura une réponse, peut-être on n'en aura pas. Mais si l'État du Sénégal, par exemple, devrait nouer des partenariats, quels partenariats concrets le Sénégal devrait-il nouer dès maintenant? Alors, j'ai envie de dire avec des universités anglophones, mais comme je l'ai dit tantôt, le privé, dans pas mal d'écoles privées aujourd'hui, l'anglais est déjà une norme. Donc, je pense que l'État gagnerait un peu à s'ouvrir au privé, donc pour justement qu'ils partagent les best practices qu'ils ont déjà mis en place pour voilà, former leurs étudiants. Ce n'est pas exceptionnel. Et aussi nouer des partenariats avec des entreprises de technologie, parce que je dis toujours la technologie est au cœur donc de notre quotidien aujourd'hui. Et quand on connaît encore une fois la relation de nos jeunes avec la technologie, je pense que ça pourrait être un très bon levier. Et les acteurs du privé pour créer des programmes de terrain ancrés dans la réalité des métiers. Donc, je pense que c'est important parce qu'il y a ce qu'on appelle l'anglais parlé, l'anglais de tous les jours, la conversation, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'anglais for specific purposes. Donc, le médecin, il ne va pas parler le même langage que voilà celui qui est dans l'aviation ou celui qui est, je sais pas moi, dans le domaine de la communication, de l'enseignement, etc. Donc, il faut vraiment un apprentissage axé métier. Et donc, mais sans perdre, donc, enfin, en commençant par l'anglais parlé, l'anglais de la conversation de tous les jours. De tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale. Si demain, vous étiez ministre de l'Éducation nationale, par quoi commenceriez-vous? Alors, je n'ai pas besoin d'être ministre, je crois, pour partager cela. Je suis sûre que le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Enseignement supérieur, ils ont des projets bien ficelés et je suis sûre qu'ils l'ont dans leur feuille de route. Mais je commencerai par identifier 50 lycées pilotes et je pense que ça va être facile à faire. On en discutait avant de commencer l'émission. Je vous disais qu'aujourd'hui, il y a très peu de lycées qui ne sont pas bilingues. En tout cas, les lycées privés, donc ils tendent à cette bilinguisme. Donc, on pourrait s'appuyer sur justement 50 lycées identifiés, cibles, donc pour les outiller et donc voilà, commencer par là. Des enseignants bien formés, donc on ne peut pas faire l'impasse sur la formation des enseignants, bien sûr, mais aussi des contenus adaptés, du numérique, un vrai suivi. Et je mettrai probablement en place une plateforme donc pour tous les élèves, donc ça peut être gratuit ou en tout cas abordable, mais je pense que ça peut être quelque chose qui aiderait justement à la mise en place, donc enfin à la réforme de l'enseignement de l'anglais. De l'enseignement de l'anglais. Madame Diallo Fanta Kassé, la discussion a été tout au long de cette émission très fluide. Cela témoigne de la passion que vous avez à parler d'un sujet qui vous passionne déjà, et c'est très important. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Quels sont vos derniers mots?
Vous remercier, Monsieur Nyon, donc remercier également votre télé-école donc pour l'invitation. Et moi, comme vous le disiez, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours mon bâton de pèlerin quand il s'agit de plaider pour l'enseignement de l'anglais, parce que moi-même, je le disais tantôt, je suis un pur produit de l'université Cheikh Anta Diop où j'ai fait anglais, et aujourd'hui, vous n'imagineriez pas donc les portes que cela m'a ouvert avec cette unique compétence donc de parler anglais. Aujourd'hui, donc j'interagis avec les plus grands de ce monde, donc et je vais partout dans le monde juste parce que je peux parler anglais. Et il me tient à cœur justement que nos jeunes donc puissent profiter justement de ces opportunités. Donc merci encore de m'avoir donné l'opportunité donc d'en parler. Donc c'est des sujets qu'on devrait développer un peu plus souvent donc dans nos environnements. Donc je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation, et j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière, il y en aura bien d'autres. Chers téléspectateurs de Télé-École, c'était votre émission Droit et Société. Aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau Madame Diallo Fanta Kassé, pertinente qu'elle est, vous l'avez justement remarqué, et nous parlions de l'importance de l'enseignement de l'anglais dans le système éducatif sénégalais. Et nous voilà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous tout au long, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions éducatives sur la chaîne Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. D'ici là, restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes. La pédagogie, la démocratisation de l'éducation continue. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.